travail. Alors je vais animer cette table ronde. Avant, je la présenter par quelques petits mots sur le travail. On a vu à plusieurs reprises, et encore un instant, de manière à mon avis fulgurante, cette relation entre l'homme, l'être humain et son environnement dont je parlais hier, et le fait qu'on est à la fois acteur de la construction de l'environnement et construit par l'environnement. On l'a vu pour l'agriculture, on l'a vu à l'instant pour la technologie. On est à la fois l'inventeur de l'iPhone et celui qui, comme Duc Dual à la fin, dit « ça me fait souffrir ». Ça c'est vraiment notre point d'ancrage en écologie humaine, c'est qu'il y a les deux. Et que, je crois que c'était très bien exprimé lors de la précédente table ronde, nous sommes sur une ligne de crête. Il ne s'agit pas de tomber dans la latrie, technolatrie, travaillolatrie, industriolatrie, ou dans la phobie. Vous voyez, dans c'est merveilleux, épousons le progrès, parce que là, on rentre dans la logique du monde, et donc on va être broyé à la fin, mais ni dans la phobie, parce que dans ce cas, on distingue l'homme qui serait pur, avec sa conscience morale, mais sans main. Vous savez, la fameuse phrase de Peggy, hein, les kantiens ont les mains pures, mais ils sont sans main. Ben, là, ce serait l'homme pur, avec sa conscience, mais déconnecté de la vraie vie. Parce que la vraie vie, c'est d'être dans le monde que nous construisons. Et nous serons toujours dans ce discernement dont on vient de mettre, enfin, à plusieurs reprises, hein, durant ces 2 jours, on a mis en évidence voilà, ce qui nous fait souffrir, c'est ça. Mais cette souffrance, elle est bonne parce qu'elle nous permet de réfléchir et d'agir. Alors, le travail, c'est un thème, je dirais, central pour l'écologie humaine. Pourquoi ? Ben, précisément parce que c'est par notre travail que nous construisons le monde. Le lien qu'il y a entre l'homme et l'environnement, hein, l'homme et le monde, se réalise par le travail. C'est notre façon de travailler qui fait le monde, qui fait effectivement qu'on va implanter ou non une puce. Il y a quelqu'un qui va le faire, hein, qui va travailler pour ça. Il y a un chercheur qui a travaillé. Il y a une orientation du travail. Donc le travail fait le lien entre l'homme et l'environnement. Mais le travail, c'est aussi le lien entre l'environnement artificiel et l'homme. Parce que la façon de travailler, l'organisation, le salariat, la façon de rémunérer le travail, de l'orienter, se fait par l'organisation du monde. Vous voyez, par le travail, on est au cœur de notre sujet. C'est très intéressant que ce soit Google, une entreprise, qui soit aujourd'hui à la pointe du transhumanisme. C'est intéressant que ce soit une entreprise. C'est-à-dire que c'est bien l'organisation du travail qui nous échappe, au point qu'il y a des acteurs de l'entreprise qui ont décidé que pour l'humanité et le monde entier, c'est ça qu'il fallait faire. Donc vous voyez, le travail, c'est pas simplement, et c'est beaucoup, le travail c'est ce qui humanise, bien sûr, mais au cœur de notre problème politique de l'écologie humaine, c'est-à-dire le fait d'être dans la cité, police, hein, dans la cité, ça passera grandement par le travail, parce que notre première responsabilité au monde, vis-à-vis du monde et de sa construction, c'est notre façon de travailler, c'est ce que nous acceptons de faire. Notre seconde responsabilité vis-à-vis du monde, ce sont les conditions de travail que nous acceptons de subir. Et notre troisième responsabilité, c'est de participer à l'organisation du travail pour l'orienter dans un sens ou dans un autre. Vous voyez, nous cherchons, et nous allons continuer de chercher des liens entre l'homme et son environnement pour trouver la limite entre les choses. Le travail, c'est une dimension très forte, puisque c'est ça qui nous fait entrer dans le monde. Et c'est pour ça que je crois que l'action politique et sociale de l'écologie humaine passera par une considération renouvelée sur le travail et sur le travailleur. Et je suis content de le dire aujourd'hui, ici, dans ces lieux historiques. Nous avons à nous emparer de ça. C'est la question du travail.
Et je le dis, c'est mon dernier point de cette courte introduction, je le dis un dimanche. Je trouve évidemment non sans humour de parler du travail un dimanche. Bon. Mais ça me permet de faire avec vous la réflexion suivante. Il y a 25% des Français qui travaillent le dimanche, hein, déjà. 25% des Français travaillent le dimanche. Et le travail du dimanche, c'est un sujet très compliqué. Parce qu'évidemment, il y a un travail nécessaire le dimanche. On ne va pas dire la médecine s'arrête, les hôpitaux s'arrêtent, l'électricité s'arrête. Donc, il y a une partie du travail qui est utile au bien commun, bien que le dimanche. Donc, il ne faut pas être phobique, ayatolesque. C'est impossible. Il y a un élément de discernement à peser. Pour autant, si l'élément de discernement n'est pas clair, et notamment l'élément anthropologique et social, à quoi ça sert de ne pas travailler tous le même jour? À quoi ça sert pour la société? Qu'est-ce que ça crée comme relation? Si on n'est pas positif par rapport à ça, on est écrasé par les contraintes du monde. Et je vous le dis en tant qu'économiste, c'est très difficile de résister à la logique économique et sociale qui nous explique que, quand même, ça crée des emplois, ça permet le développement de ceci, les entreprises sont plus à l'aise, leurs investissements seraient mieux, vous voyez, le magasin serait ouvert tout le temps, donc l'investissement serait plus étalé. Bref, il y a plein de raisons économiques de bon sens qui nous conduiraient, hop, et on rentre dans la logique du monde. Si on n'est pas ferme sur la signification anthropologique, mais pas, vous voyez, pas aérienne, concrètement, le fait que nous ayons un jour commun, c'est très important pour que la personne dont on a parlé tout à l'heure ne soit pas visitée par des robots, mais par des personnes. Il faut bien qu'il y ait un jour pour qu'on puisse y aller. Et ça, c'est notre responsabilité sociale d'organiser la société de façon que ce jour soit possible. Sans quoi, après, il ne faut pas s'étonner qu'on envoie des robots. On n'a pas le temps. Donc, vous voyez, sur une question comme le travail du dimanche, nous avons à investir. C'est pas si simple. On ne peut pas être latrique, oui, allons-y, après tout, travaillons, grâce aux machines, on peut tout faire, ni phobique. Et nous avons à poser pour chaque élément des discernements. Mais ce dont je suis persuadé, c'est que sur des questions aussi centrales que le travail, nous arrivons à imposer notre regard, à proposer avec conviction notre regard, nous serons les acteurs de cette révolution de la bienveillance que nous appelons de nos voeux. Ça passera par des éléments comme le travail. Bien, et pour nous en convaincre, nous avons invité 3 personnes que je vais vous présenter, mais je vais m'asseoir pour cela. Allô? Il y a quelqu'un? Ah non, ça marche pas. Alors, nous avons donc 3 invités qui vont nous parler du travail. À tout seigneur, tout honneur, Solène. « 25 ans. J'ai un petit doute. Qui est une jeune entrant sur le marché du travail. Et il nous semble important que ce regard soit porté, au-delà des qualités, des compétences de Solène, mais qu'elle nous apporte aussi ce regard, qu'on ne parle pas pour les jeunes, vous voyez. Romain, 42 ans, allez, on va dire ça. C'est vrai. Qui travaille dans une grande, on va dire, agence publique spécialisée sur la question du travail. Alors, nous avons décidé de ne pas donner le nom dans le cadre de cette table ronde. Le nom, vous le retrouverez, vous en parlerez, mais comme c'est filmé et que les personnes parlent en leur nom, elles n'ont pas engagé évidemment les organisations, et ça nous paraît juste de ne pas donner les noms. Sachez que c'est une très grande agence nationale qui fait un boulot formidable sur la question du travail. Mais il va nous en parler. Et c'est un spécialiste, notamment dans les entreprises, pour rendre le travail visible. Et Yves. « 56, non, je te croyais plus jeune que moi. Yves, donc, qui est un
un grand dirigeant, on va dire ça comme ça, un grand dirigeant qui a dirigé les grandes entreprises, qui aujourd'hui a repris une entreprise. Et alors, on a donné le nom, puisque c'est son entreprise, donc on peut le dire. Les Financeries de Gien, qui est un homme d'affaires, comme on va dire, et qui s'intéresse particulièrement, notamment dans le cadre d'une organisation syndicale, patronale dont je tairai le nom, qui s'intéresse, oui, il y en a plusieurs, comme ça vous laisse un peu chaud, qui s'intéresse à la question du travail au cœur des entreprises. Voilà, on va discuter, ça va être une table ronde, une vraie table ronde de discussion. Donc, j'ai dit à chacun des intervenants que je posais la première question, et qui est la suivante. Qu'est-ce qui vous donne envie de travailler le matin quand vous vous levez? Qu'est-ce qui vous personnellement, vous donne envie de travailler le matin quand vous vous levez? Merci. Qu'est-ce qui me donne envie le matin d'aller travailler? C'est, je crois, la perspective de pouvoir me donner dans la journée. Et donc ça, c'est pour un jour. Et pour le jour suivant, ce qui va me donner envie d'aller travailler les jours suivants, ça va être que le soir, je me rends compte que le don que j'ai fait dans la journée a été reçu, qu'il n'est pas tombé à plat dans le vide, mais qu'il a été reçu. Et je crois que c'est vraiment ça, le fait de pouvoir donner toute mon énergie, mon temps, et de sentir que je suis utile puisque ça a été utilisé par quelqu'un d'autre, ou parce qu'on m'a remercié, ou parce que on m'a écouté avec attention, parce que mes idées pouvaient être intéressantes. Et donc, pour moi, c'est le don, ouais. Et la réception du don. T'as pas appris ça dans une école de management? Elle était étudiante. Je sais pas bien quoi répondre à où j'ai appris ça, mais en fait, je me rends compte que autour de moi, beaucoup de jeunes, surtout qui sortent d'écoles de management, ont quand même un potentiel de don qui est énorme. Ils veulent donner leur énergie, ils veulent donner leur temps, ils veulent changer le monde. Et très souvent, je me rends compte qu'après quelques mois en entreprise, ils s'aperçoivent que, en fait, que c'est pas reçu, qu'on les attend pas, que leurs idées sont pas toujours écoutées, entendues, et particulièrement dans les grosses entreprises. Et je trouve ça vraiment dommage. Je m'étonne de ça, et je trouve ça dommage parce que c'est une énergie qui me paraît énorme, formidable, et qui bien souvent passe à côté de l'entreprise pour être développée dans des sites web, des applications, des associations, etc. Et que l'entreprise, il y a un énorme manque à gagner pour elle dans cette énergie qui sort alors qu'elle pourrait être utile en interne. Alors toi, Yves, qu'est-ce qui te fait te lever le matin avec joie pour aller travailler? Moi, ce qui me motive, c'est deux mots. C'est aventure collective. Donc on peut un peu détailler chacun des deux mots, mais d'abord c'est collectif. Moi j'ai travaillé seul parfois dans ma vie. Ça m'a pas beaucoup plu, et je suis un caractère assez finalement réactif. Je réfléchis assez mal quand je suis tout seul, et donc j'ai besoin des autres pour réfléchir. J'ai besoin de l'interaction. Et donc ça, pour moi, c'est un ingrédient essentiel. Et puis, l'autre mot, c'est aventure. Alors, une aventure, c'est quelque chose où on prend des risques. Bon, comme je suis entrepreneur, c'est pas très étonnant. Et c'est quelque chose où on vise, tu vois, on vise un objectif, un rêve, quelque chose de beau, quelque chose d'utile. Voilà, et puis voilà, c'est ça qui me fait avancer. Alors, juste, je voulais peut-être ajouter quelque chose qui est moins personnel. C'est que dans les entreprises que j'ai dirigées, on a fait des tas de sondages sur ce sujet, parce que c'est vrai que c'est un sujet important. Et alors, je vais vous donner statistiquement les 3 premières réponses qui m'ont toujours paru intéressantes.
réponse numéro 1 qui arrive en tête de tous les sondages. Ce qui me fait venir au travail tous les matins, c'est la relation que j'ai avec mon patron. Donc évidemment, elle est bonne. Si elle est mauvaise, ça me pousse à rester couché. La deuxième réponse, c'est l'intérêt de mon travail, voilà, l'intérêt que j'éprouve. La troisième réponse, c'est les relations que j'ai avec mes collègues de bureau. Et n'arrive qu'en quatrième, la rémunération financière. Et ça, c'est dans des très grands groupes, sur plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc c'est statistiquement assez vrai, je pense. Et, voilà. Alors, et toi, Romain, est-ce que c'est la rémunération financière qui te fait te lever le matin? Non, c'est pas la rémunération financière, c'est assez proche des propos d'Yves. C'est la perspective des interactions avec mes collègues ou avec des partenaires externes, d'être stimulé en fait par des échanges, par du développement. Et puis, ce qui m'anime dans mon activité de travail aujourd'hui, c'est la possibilité d'agir en fait sur les transformations des entreprises, alors peut-être à un petit niveau, hein, humblement, mais en tout cas d'essayer d'arriver à infléchir des choix, des décisions qui sont prises, notamment en y apportant cette dimension liée à la réalité du travail, à cet intérêt au travail réel des personnes. Et voilà, qui peut se matérialiser de différentes façons, mais je dirais que c'est ce qui me motive. Mais c'est le faire non pas tout seul, mais vraiment avec un collectif qui me stimule et qui me fait avancer. Alors, les réponses sont pas... Voilà, on ne s'est pas mis d'accord pour les réponses, je les découvre avec vous. Hein. Mais quand même, don, interaction, stimulation, on est vraiment dans le travail don. Enfin, pour le voir beaucoup en entreprise, c'est vraiment, il y a une dimension de don dans le travail qui est totalement sous-estimée dans les écoles de management. Bon. Mais je vais vous faire moi une autre réponse, qui n'est pas la mienne, hein, mais, parce qu'il faut aussi l'entendre. Moi, ce qui me motive au travail, c'est rien du tout. Parce que je n'ai pas de bonne relation avec mon patron, parce que ce que je fais est sans intérêt, parce que je dois simplement bosser pour élever mon enfant ou mes enfants, et voilà, c'est pour ça que je vais travailler. Entendons aussi cette réponse. Hein. Et du coup, elle nous conduit à nous poser la question, et je m'adresse en premier à Romain. Comment se fait-il que le travail que vous avez commencé par définir, et je suis sûr que si on avait fait un sondage ici, hein, si vous étiez tous sur l'estrade, vous auriez tous dit, tous témoigné de cette générosité, de ce don, ce désir du don. Comment se fait-il que le travail puisse être un moment de souffrance ? Comment se fait-il que ce qui devrait être si positif peut être vécu en souffrance ? Toi qui vois beaucoup d'entreprises sur ce sujet, Romain. Je crois qu'on est traversé par un mouvement d'abstraction en fait du travail. Pour beaucoup de salariés aujourd'hui, le travail devient abstrait ou alors il est aussi promu comme abstrait. On est vraiment traversé par des courants où ce qui est mis à l'agenda stratégique des entreprises, c'est la digitalisation, c'est le management 2.0, c'est tout un tas de concepts en fait qui renvoient au fait que finalement le travail se dématérialise, alors que dans la réalité, les salariés vivent une expérience de l'activité de travail concrète, incarnée. Et au bout d'un moment, certains salariés ne se retrouvent plus en fait dans la façon dont on évalue et on reconnaît leur travail. Je pense qu'il y a aussi le fait il y a aussi de nombreux salariés qui sont concernés par des logiques de rationalisation qui sont très fortes et qui n'arrivent plus eux-mêmes à mettre d'eux-mêmes dans leur travail, hein, peut-être du coup d'arriver à se donner pleinement, parce qu'ils n'arrivent plus à agir sur leur travail, ils n'arrivent plus à mettre d'eux-mêmes dans leur travail, de personnaliser leur travail. On le voit sur des fois, c'est dramatique, hein, mais sur des fonctions où il y a une vocation derrière, par exemple comme les infirmiers ou les aides-soignants, où cette notion du soin parfois disparaît, où on vous dit ce qui prime d'abord c'est l'ordinateur, c'est la saisie des données,
avant effectivement le temps possible passé auprès d'un soignant dans ce soin, ce don, cette gratuité aussi qui peut se faire. Et on n'a plus la capacité ou la possibilité d'agir sur son travail et le mettre à sa main. Et je pense que ça fait partie effectivement de grandes tendances en tout cas aujourd'hui qui peuvent expliquer ce malaise au travail. Finalement, on souffre parce qu'on est privé du travail. Oui. Et du travail et aussi d'un échange sur le travail. Est-ce que, si on pourrait faire un sondage, qui a l'occasion dans son travail aujourd'hui d'échanger sur le travail bien fait? C'est quoi bien faire son travail aujourd'hui pour moi et pouvoir échanger avec ses collègues sur qu'est-ce que c'est bien faire mon travail aujourd'hui, voilà ce que c'est, d'échanger sur des règles de métier concrètes qui font qu'on partage sur ce travail bien fait. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans de nombreuses entreprises, on n'a plus forcément cette possibilité aussi d'échanger sur le travail et le travail bien fait. Alors toi, Yves, tu as dirigé des grandes entreprises, tu as été responsable de ça. Je voudrais vraiment dire, avec deux exemples qui m'ont frappé. J'ai repris une entreprise assez récemment, et c'est une entreprise où il y a une usine, donc il y a des machines, et je faisais le petit tour de l'usine pour regarder les machines, et on était en train de réfléchir au plan industriel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Et puis, donc j'étais avec des collègues, et l'usine n'était pas très très bien tenue. C'était un petit peu sale, c'était pas mal tenu, mais enfin, c'était pas top. Et je discutais du rapport entre l'opérateur et la machine. Et alors, ça va revenir, c'était très intéressant parce que ça illustre l'impact qu'a l'organisation sur la façon dont les gens ressentent leur travail. Et alors, il y a donc l'opérateur, sa machine, et puis il y a un service de maintenance. Et alors, je demandais, quand la machine a besoin d'être huilée, qui huile la machine? Et on disait, c'est facile, on appelle le service de maintenance, il vient mettre 3 gouttes d'huile, et puis voilà. Et puis alors, et ensuite, quand il faut vider un carter, qui vide le carter? On appelle le service de maintenance, et c'est comme ça que le travail est organisé. Et en fait, en continuant la conversation, on s'est rendu compte que cette façon de faire privait l'opérateur d'être fier de son outil. Vous voyez, ça désincarne la relation entre l'opérateur et la machine. Et donc, on a commencé à faire tout à fait l'inverse, c'est-à-dire à mettre l'opérateur d'abord en responsabilité. Dire, c'est ta machine, il faut qu'il y ait un sens d'appropriation entre toi et ta machine. Et puis ensuite, les gestes simples de maintenance, finalement, c'est un peu à toi de le faire, parce qu'une petite burette, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis c'est toi qui sais où huiler, tu le fais vite. Voilà. Et ça a redonné... Alors c'est assez amusant parce que l'organisation a été assez profondément changée. On a évidemment toujours gardé le service de maintenance pour les grosses réparations, mais tout le reste, on a essayé de redonner dans les tâches vraiment quotidiennes de la fierté et de l'appropriation. Et c'est absolument incroyable le résultat final, c'est-à-dire la productivité, la façon dont les machines étaient mieux entretenues. Mais cette productivité et ce résultat final, donc financier, finalement, c'était la résultante de quelque chose de très différent, d'un rapport à la machine qui était très différent. Et là-dessus, je parle peut-être un peu trop, mais juste donner le deuxième exemple qui, moi, me vient en tête. J'ai travaillé en tant que collègue avec une autre dirigeante de très grands groupes français, un groupe du CAC 40, où il y avait pas mal de souffrances au travail. Et en y réfléchissant, finalement, elle est arrivée à la conclusion que la grande source de souffrance, c'était un assèchement complet des objectifs que le management donnait autour de la sphère financière. Donc il n'y avait plus que des objectifs financiers qui étaient... Alors bien sûr, c'est comme toujours, les objectifs financiers, c'est évidemment très important,
Mais le rôle du management, c'est souvent de traduire les objectifs financiers en choses plus proches du métier, plus proches de la personne. Et cette traduction était pas faite parce que finalement, c'est plus commode de ne pas la faire. Il suffit on traduit ce que le chef dit et puis on le divise en nombre de divisions. Et puis après, chaque division le répartit sur les départements et puis chaque département, et ainsi de suite. Et on s'est aperçu que cette espèce d'assèchement de l'objectif, qui tourne autour d'un seul axe, qui est l'axe financier, était source d'une incroyable, finalement, pauvreté de dialogue. Et cette pauvreté de dialogue, quelque part, appauvrissait le regard que le collaborateur portait sur lui-même. C'est intéressant parce que ça, vous voyez, ça descend assez profond. Et l'air de rien, parce que finalement, tout le monde voulait bien faire. Vous voyez, oui, bah, c'est plus facile, tout le monde comprend un objectif chiffré, donc voilà, on va répartir l'objectif chiffré, puis tout le monde comprend l'objectif de la finance, donc c'est très simple, et puis petit à petit ça cascade, et au fond du fond, on aboutit à un appauvrissement incroyable qui déclenche la souffrance. Donc moi ça m'a frappé cet exemple, parce que finalement, j'ai été aussi acteur de ce genre de cascade, où je trouvais ça très commode que tout soit traduit en finance. Et ça m'a fait vraiment réagir et ça m'a fait modifier d'une manière assez profonde l'ensemble des tableaux de bord, l'ensemble des indicateurs et l'ensemble des dialogues que je demandais à mes managers d'avoir avec leurs équipes. Alors, on va y revenir. Moi, je retiens de tes exemples deux points. Sur la relation homme-machine, l'importance de se réapproprier par rapport à notre table ronde précédente sur la relation à la machine, l'importance de se réapproprier la machine dans le travail. Et ça, tout à l'heure, Romain va nous raconter une histoire de cyborg au travail. Je voudrais qu'il nous en parle. Et puis cet assèchement, ça fait que... Hier, je parlais avec l'un d'entre vous sur l'éducation nationale. Si l'éducation nationale, c'est combien d'étudiants ont réussi, combien d'élèves ont réussi, combien de... Vous voyez, des chiffres, on ne parle plus du métier. Que fait l'enseignant? C'est quoi son boulot? Bon. Mais je voudrais qu'on revienne sur un point qui nous a titillé tout à l'heure. Tu as dit, les jeunes, au bout de quelques mois, donc ils voulaient se donner, là, ils étaient généreux, ils sont déçus. Qu'est-ce qui les déçoit? Qu'est-ce qui les assèche? Je crois que quand on est jeune et qu'on arrive, on a plein d'idées, etc. Mais on est encore en construction, on ne sait pas exactement comment on va, puisqu'on parlait du don, comment on va se donner. Et qu'en même temps, dans le travail, on agit, et en agissant, quand on fait, on exprime un peu aussi de ce que l'on est. Et du coup, selon la façon dont on est reçu, et dont ce que l'on a fait est reçu, on sent si on est, si on travaille bien, si on est bien reçu, et finalement si on est reconnu comme travailleur d'un bon travail, et que donc on est satisfaisant, satisfait, et c'est toute une logique qui s'enchaîne. Et en fait, c'est plus que autour de moi, je vois quand même beaucoup de jeunes qui se sentent pas reconnus, pas surtout je parle surtout dans les grandes entreprises où tout est très procédurier et où on a l'impression, on a envie de changer, on voit des choses qui marchent pas et on a envie de les changer, d'alléger les process, etc. Mais tout nous semble lourd et long, et donc on rame un peu, et puis en fait on essaye, et au bout d'un moment, soit on abandonne, soit on va se donner ailleurs, dans justement des associations ou des endroits où vraiment on sent qu'on a besoin de nous et qu'on peut apporter vraiment notre pierre. Mais elles sont rares, j'ai l'impression, les entreprises dans lesquelles tu dis que l'écologie humaine doit se faire sur le lieu de travail aussi, quoi. Pas que le dimanche ici, mais elle doit se faire aussi sur le lieu de travail. Oui. J'ai bien entendu. Romain, connaître, c'est reconnaître. Connaître, non, parce que Romain a beaucoup travaillé sur la reconnaissance au travail, notamment sur le lien qu'il y a entre la connaissance du travail et la reconnaissance. Disons qu'il y a un grand... c'est vrai qu'il y a plein de bonne volonté dans les entreprises aujourd'hui pour reconnaître les personnes. C'est la reconnaissance, je pense qu'il y a une vraie volonté en tout cas de le faire. Mais pour reconnaître, il faut d'abord connaître les personnes, mais aussi connaître leur activité de travail.
Il n'y a rien de pire qu'un manager qui vous dit régulièrement, vous envoie des strokes positifs, parce qu'on les a enfin, il y a aussi des formations pour vous apprendre à valoriser, et qui vous dit régulièrement c'est bien, bravo, merci, mais qui ne connaît pas ce que vous faites, qui ne connaît pas la réalité de ce que vous faites, la réalité de votre travail réel. Et bon, ça va 3-4 fois, mais au bout d'un moment, personne n'est dupe. Et donc du coup, c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion j'ai été détaché pendant 3 ans, là, j'en reviens, à la direction des ressources humaines d'une grande banque, pendant 3 ans, où justement, mon activité, c'était d'aider à outiller les acteurs par des méthodes permettant d'analyser le travail et de comprendre la réalité du travail des salariés. C'est-à-dire former à l'analyse du travail des chefs de projet informatique, des organisateurs. Concrètement, c'est quoi? Des responsables de distribution, oui. Concrètement, c'est quoi? Former à l'analyse du travail. Former à l'analyse du travail, c'est d'abord apporter des clés de lecture pour comprendre ce qui se passe dans la réalité du travail. Par exemple, les 3 dimensions du travail, la dimension subjective du travail, la dimension objective du travail, la dimension collective du travail, et l'importance de valoriser équitablement ces trois dimensions. C'est aussi comprendre que dans le travail, il y a plein de régulations qui se font, qui ne sont pas forcément connues par les managers, et que ces régulations ont une importance parce qu'elles traduisent des compensations que font les salariés, parce que tous les moyens ne sont pas forcément adaptés, par exemple. C'est comprendre ce qu'on appelle le modèle de l'activité de travail. Voilà. Donc c'est leur apporter d'abord des clés de lecture pour lire le travail, et puis ensuite, c'est leur donner une méthode très concrète, un peu issue de l'ergonomie, qui permet d'aller sur le terrain et observer le travail. Parce qu'on peut effectivement inciter des personnes à observer le travail, mais ce n'est pas évident à faire. Aller sur le terrain et du coup se mettre à observer quelqu'un qui travaille, quelle posture vous avez, comment le mettre à l'aise, comment faire en sorte que ce ne soit pas de l'audit ou du contrôle, hein, parce que beaucoup de salariés, quand on s'intéresse à leur travail, c'est pour venir auditer ce qu'ils font et contrôler que ce qu'ils font correspond bien à la procédure ou à la norme. Et là, c'est une autre posture. Et ce qui est extrêmement intéressant de voir, c'est qu'il y a un effet, en tout cas, très positif, quasiment, quand effectivement ces personnes qui ont été formées et font cette analyse de l'activité, cette analyse du travail sur le terrain, les salariés se sentent valorisés en fait. Il y a un effet bénéfique parce qu'on vient les voir pour comprendre la réalité de leur travail et leur permettre effectivement d'exposer aussi ce qu'ils font concrètement. Donc en fait, toi, tu apprends les managers à comprendre ce que font réellement les personnes qu'ils managent, c'est ça, à voir concrètement ce qu'elles font et à décrypter. C'est ce bon sens-là qui paraît paraît une évidence. Mais j'ai encore eu une expérience étonnante sur un cours donné dans une grande école de management il y a 6 mois, où j'ai simplement, à l'occasion d'une présentation, présenté un schéma très simple qui s'appelle le schéma des déterminants du travail, c'est-à-dire qui permet, on va dire, de donner les 6-7 déterminants qui permettent de comprendre pourquoi l'activité de travail se réalise de telle ou telle façon. Et plusieurs étudiants sont venus à la fin me voir en me disant « c'est notre dernière année, personne ne nous avait encore parlé de ces déterminants de l'activité de travail ». Alors que c'est bien l'activité de travail qui va créer la valeur, qui va avoir un effet sur la performance, sur la satisfaction du client, sur les conditions de travail du salarié. Ces étudiants sont de futurs managers. Personne ne leur avait donné ce petit schéma sur les déterminants du travail. Et c'est performant. Pardon. Oui. Vous aurez le schéma. Merci. Et c'est performant. Alors, monsieur le grand patron, tu as parlé tout à l'heure d'efficacité, et je pense que c'est important qu'on se le dise. C'est bien de mettre l'homme au centre. Oui, mais je vous l'ai dit hier, il y a une efficacité économique, par exemple, dans ce cas-là, pour l'organisation. Dans ton exemple tout à l'heure, tu disais, in fine, c'était plus efficace.
Est-ce que tu voulais réagir à ce que disait Romain? Non, mais je voulais juste réagir parce que alors c'est un peu moins vrai dans les petites sociétés, ce que je vais dire, mais dans les grandes entreprises, il y a une espèce de doxa qui se fabrique. Et alors il y a les bonnes pratiques, après on compare les bonnes pratiques, donc tout le monde répète les bonnes pratiques, on répète les mêmes mots. Et alors moi je constate que tout ça devient complètement creux. Vous avez une espèce de langage et d'attitude un peu automatique où le bon manager doit cocher toutes les cases, et puis le manager du manager regarde ces cases, et quand elles sont cochées, il lui donne une bonne note. De toute façon, il ne comprend même pas ce qui se passe en dessous, donc c'est pas très grave. Et puis ainsi de suite, ça s'élève. Et donc, je crois qu'à un moment donné, bien sûr, il faut utiliser les outils, c'est important de réfléchir et d'être intelligent, mais à un moment donné, il faut casser cette énorme hypocrisie qui se développe. Et il faut arrêter la doxa, il faut juste parler avec son cœur. Et d'une manière très étonnante, les collaborateurs, même dans une très grosse entreprise, même quand ils sont plus de 10 000, donc vous ne les connaissez pas tous, eh bien, c'est incroyable à quel point ils détectent rapidement si on parle avec son cœur ou non. Et dans mon expérience personnelle, dès qu'on parle avec son cœur, et dès qu'on est... Alors, pour employer un mot que j'aime pas beaucoup, vous voyez, le mot authentique, parce que ça me hérisse un peu tout ce mot authentique, parce que justement l'authenticité, ça fait partie de la doxa, et il faut être authentique. Mais enfin, quelque part, le parler avec son cœur, c'est-à-dire d'être très vrai avec soi-même et de le dire honnêtement, et ensuite d'être cohérent avec ce qu'on dit. Moi, je pense que c'est une des meilleurs management qui soit. Et c'est incroyable. Moi, j'étais toujours absolument, incroyablement surpris à quel point les gens détectent rapidement quand on parle avec son cœur. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire à quel point ils détectent rapidement quand on ne parle pas avec son cœur. Donc, en fait, on raconte du gros bullshit. Bon, excusez-moi. Et c'est avec son cœur qu'on va demander à Solène, qui est l'avenir de l'écologie humaine, de conclure cette table ronde. Merci. Moi, ce que je voudrais dire pour conclure cette table ronde, c'est que je trouve que dans les échanges qu'on a eus, une des clés, c'est quand même la valorisation de soi-même quand on parle avec son cœur, la valorisation des autres quand on cherche à les connaître, et la valorisation du travail de l'autre, etc. Et en fait, je me rends compte aussi que c'est quelque chose qui est en soi pas compliqué à mettre en place. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec la table ronde juste avant, c'est l'intériorité qui doit évoluer, mais du coup, ça coûte pas cher. Et je pense que tout le monde peut le comprendre parce que ça parle justement au cœur. Et donc, et ça, moi, ça me donne envie de travailler. Bon, alors ça donne envie de travailler, c'est magnifique. Merci à vous. Vous pouvez rencontrer les intervenants, leur demander leur carte de visite, bien sûr, parce que c'est important. J'ai beaucoup aimé votre intervention. C'est important qu'on ait aussi des outils, qu'on avance concrètement. Donc, vous pouvez les rencontrer à l'apéro, car il y aura un apéro.